Au cabinet de l'avocat, j'ai découvert que mes parents ne m'avaient rien laissé. Mon frère avait tout hérité. J'ai discrètement annulé tous les virements. Un mois plus tard, ma mère m'a envoyé un message, l'hypothèque est due. J'ai répondu, pas la mienne. Je m'appelle Alice Dubois, j'ai 32 ans, et j'ai bâti mon entreprise de construction de mes propres mains, avec seulement ma sueur et ma détermination. En grandissant, j'ai toujours été la fille responsable, tandis que mon jeune frère, Guillaume, était clairement le préféré. Lorsque j'ai reçu l'appel concernant la réunion de planification successorale de mes parents, je m'attendais à de la justice après des années à les soutenir financièrement et émotionnellement. Je n'aurais jamais imaginé que mes propres parents me trahiraient d'une manière aussi calculée. J'ai grandi dans un quartier modeste de la banlieue de Lyon. Mon père, Robert, travaillait dans les assurances, ramenant un salaire décent qui nous permettait de vivre confortablement, mais jamais dans l'opulence. Ma mère, Sylvie, enseignait en CE2 à l'école primaire locale. De l'extérieur, nous ressemblions probablement à la famille française typique de la classe moyenne, mais à l'intérieur de notre maison, les dynamiques étaient loin d'être équilibrées. Mon frère Guillaume a 5 ans de moins que moi. Dès sa naissance, le centre d'attention de notre famille s'est déplacé. Alors que j'étais le type sérieuse et studieuse qui obtenait des excellentes notes et respectait les règles, Guillaume était charismatique, extraverti, et avait des difficultés scolaires. Cette différence de personnalité n'aurait peut-être pas été un problème dans d'autres familles, mais dans la nôtre, elle a créé une nette division de l'affection parentale. Je me souviens encore de mon baccalauréat. J'étais major de promotion, j'avais obtenu une bourse partielle pour l'INSA Lyon et j'avais été accepté dans leur programme d'ingénierie très sélectif. Mes parents ont assisté à la cérémonie, bien sûr, mais la célébration qui a suivi a été minimale, un dîner rapide dans une brasserie, une carte avec 50 €. Puis la conversation a rapidement tourné vers le prochain tournoi de football de Guillaume. 2 semaines plus tard, lorsque l'équipe de Guillaume a remporté un championnat régional, mes parents ont organisé un barbecue dans le jardin, invité toute la famille élargie et lui ont acheté une nouvelle console de jeu. Ce n'est pas la différence matérielle qui m'a blessée, c'était l'écart d'enthousiasme. Mes réalisations étaient reconnues. Celles de Guillaume étaient célébrées. C'est à l'université que les disparités financières sont devenues impossibles à ignorer. Malgré ma bourse, je devais encore couvrir une part importante de mes frais de scolarité. Mes parents ont contribué autant qu'ils le pouvaient, environ un quart des coûts, mais ont clairement indiqué que je devais gérer le reste. J'ai contracté des prêts modestes et occupé 3 emplois à temps partiel, les matins dans un café, les soirs à la bibliothèque universitaire et les week-ends dans l'entreprise de construction de mon oncle. Je dormais à peine, mais j'ai réussi à obtenir mon diplôme avec un minimum de dettes et une expérience professionnelle précieuse. L'expérience universitaire de Guillaume n'aurait pas pu être plus différente. Il a fréquenté une université privée dont les frais de scolarité étaient nettement plus élevés que les miens, malgré ses notes médiocres. Mes parents ont couvert toutes ses dépenses, scolarité, logement et repas, plan de repas, même son argent de poche, alors que j'ai dû financer la majeure partie de ma propre éducation. Lorsque j'ai interrogé mon père sur cette disparité une fois, il a simplement dit « Guillaume n'est pas aussi indépendant que toi, Alice. Il a besoin de plus de soutien. » Ce schéma a continué après l'obtention de mon diplôme. J'ai découvert que j'avais un talent pour les travaux de construction et la gestion de projets. J'ai économisé chaque centime de mon premier emploi dans une entreprise de construction, j'ai suivi des cours du soir en administration des affaires, et j'ai finalement lancé Construction du Bois à 26 ans. Ces 2 premières années ont été brutales, des semaines de travail de 80 heures, dormant sur un matelas dans mon bureau pour économiser le loyer, réinvestissant chaque euro de profit dans l'entreprise. Pas de vacances, pas de vie amoureuse, juste du travail et de la détermination. Pendant ce temps, Guillaume enchaînait les petits boulots, ne restant jamais plus de quelques mois. Il prétendait qu'il cherchait sa passion, mais il passait surtout son temps dans les bars et les fêtes. À 25 ans, il a annoncé qu'il voulait ouvrir un bar sportif haut de gamme. Malgré son manque d'expérience dans la vente au détail ou de connaissances commerciales, mes parents ont réhypothéqué leur maison pour lui donner 75 000 € de capital de démarrage. L'entreprise a fait faillite en 8 mois. Guillaume a blâmé l'emplacement, l'économie, la concurrence en ligne,
tout sauf sa propre mauvaise gestion et ses tendances à utiliser les stocks du magasin pour impressionner ses amis. Mes parents ont amorti la perte avec un minimum de critiques et ont continué à le soutenir financièrement. Durant la même période, mon père a eu un problème de santé, une crise cardiaque mineure qui a nécessité une intervention chirurgicale et plusieurs semaines de convalescence. L'assurance a couvert la majeure partie des frais, mais il restait un écart de 30 000 €. Je l'ai payé sans hésitation, reportant des achats d'équipements qui auraient aidé mon entreprise en pleine croissance. Mes parents m'ont remercié, mais il y avait un air d'attente, comme si c'était simplement mon devoir de fille qui réussit. Cela a établi un schéma, je suis devenu le filet de sécurité financier de la famille, tout en recevant un soutien émotionnel ou une reconnaissance minime. Les dîners de famille du dimanche sont devenus une scène pour les dernières idées et entreprises de Guillaume, tandis que mes réalisations professionnelles recevaient au mieux une reconnaissance superficielle. J'étais assise là, écoutant mes parents s'enthousiasmer sur la façon dont Guillaume se trouvait, alors que je construisais quelque chose de réel, quelque chose de durable. L'année dernière, lorsque mes parents ont mentionné qu'ils avaient des difficultés avec leurs paiements hypothécaires en raison de l'augmentation de la taxe foncière, j'ai mis en place un virement mensuel automatique sur leur compte sans hésitation. C'était 2 800 € par mois, de l'argent que j'aurais pu investir dans mon entreprise ou épargner pour mon propre avenir. Mais c'étaient mes parents, et malgré tout, je les aime et voulais m'assurer qu'ils soient à l'aise. Je n'attendais jamais de gratitude, mais j'attendais de l'équité. C'est pourquoi, lorsque j'ai reçu l'appel de maître Thomas Leclerc, l'avocat de mes parents, concernant une réunion de planification successorale, je n'étais pas inquiète. J'ai supposé qu'il s'agirait d'une discussion standard sur la façon dont leur modeste bien serait divisé également entre Guillaume et moi le moment venu. Après tout, même s'il favorisait Guillaume émotionnellement, il n'étendrait sûrement pas ce favoritisme aux questions financières après leur mort, surtout compte tenu de tout ce que j'avais contribué à leur stabilité financière au fil des ans. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. L'appel de maître Thomas Leclerc est arrivé un mardi après-midi alors que je supervisais une rénovation de cuisine à Lyon. Sa voix était professionnellement neutre lorsqu'il a expliqué que mes parents avaient demandé ma présence à leur réunion de planification successorale ce vendredi. Lorsque j'ai demandé des détails, il a simplement dit qu'il serait préférable de tout discuter en personne. Quelque chose dans son ton m'a perturbé, mais j'ai mis cela sur le compte de ma propre paranoïa. Le vendredi est arrivé et je me suis garée devant le cabinet d'avocat du centre-ville de Lyon, un élégant immeuble en verre qui criait des tarifs horaires élevés. J'étais vêtue de ma meilleure tenue décontractée d'affaires, un jean foncé et une chemise repassée. Le travail de construction n'exige pas de tenue très formelle, mais je garde quelques belles pièces pour les réunions avec les clients. La réceptionniste m'a dirigée vers la salle de conférence 3. En entrant, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mes parents étaient assis rigidement d'un côté d'une longue table en acajou, évitant mon regard. Guillaume était à leur côté, tripotant sa montre, une Tag Heuer que je savais qu'il ne pouvait pas s'offrir seul. Maître Leclerc était assis au bout de la table, des dossiers cartonnés soigneusement disposés devant lui. « Alice, merci d'être venue », dit Maître Leclerc, en désignant la chaise vide en face de ma famille. « Maintenant que tout le monde est là, nous pouvons commencer. » La salle de conférence semblait froide malgré la chaleur printanière extérieure. Des œuvres d'art probablement choisies pour impressionner les clients pendaient au mur, des pièces abstraites dans des bleus et des gris corporatifs. Je pris place, remarquant le regard nerveux de ma mère vers mon père, qui fixait la table. « Comme vous le savez, » commença Maître Leclerc, « nous sommes ici pour discuter de la planification successorale de Robert et Sylvie. Ils ont pris des décisions qu'ils estiment important de communiquer clairement en présence de tout le monde. » Il ouvrit le dossier supérieur et en sortit plusieurs documents. Je serai direct. Robert et Sylvie ont décidé de mettre tous leurs biens au nom de Guillaume, faisant de lui l'unique bénéficiaire de leur succession. Les mots restèrent suspendus dans l'air. J'avais du mal à entendre. Je suis désolé, quoi ? Demandai-je, regardant mes parents, qui ne voulaient toujours pas me regarder. Maître Leclerc continua avec un détachement clinique, leur maison, leurs comptes d'investissement, leurs polices d'assurance et leurs effets personnels seront transférés à Guillaume à leur décès. Vous, Alice,
recevrez la collection de cartes de football de votre père et le carnet de recettes de votre grand-mère, comme spécifiquement demandé par votre mère. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Des cartes de football? Un carnet de recettes? Après tout ce que j'avais fait. C'est une blague, n'est-ce pas? Je regardai directement mon père, qui leva enfin les yeux. Alice, dit-il, sa voix essayant d'être ferme mais tremblant légèrement. Nous y avons beaucoup réfléchi. Tu réussis. Tu as bâti une entreprise florissante. Guillaume a besoin de plus de sécurité que toi. Ma mère intervint, sa voix aiguë et cassante. Nous essayons juste d'être pratiques. Tu as toujours été si doué pour prendre soin de toi. Je me tournai vers Maître Leclerc. Pouvez-vous expliquer exactement de quel bien nous parlons ici? Il hocha la tête et commença à les énumérer méthodiquement. La maison, évaluée à environ 650 000 €, que vous les avez aidés à refinancer et dont vous avez effectué les paiements, les comptes d'investissement totalisant environ 180 000 €, constitués en partie avec de l'argent que vous leur avez donné pour leur retraite, les polices d'assurance vie avec des prestations combinées de 300 000 €. Et puis est venue la bombe. De plus, continua Maître Leclerc, vos parents ont récemment contracté un nouveau prêt hypothécaire sur la maison pour fournir du capital à la nouvelle entreprise de Guillaume. Le montant de l'hypothèque est de 275 000 € avec des paiements mensuels de 2 800 €. Ma tête tournait. Le montant exact que je transférais mensuellement. Ils n'avaient pas eu besoin d'aide pour leurs paiements hypothécaires existants. Ils avaient remboursé leur hypothèque initiale il y a des années. Ils avaient contracté ce nouveau prêt pour financer une autre des idées commerciales vouées à l'échec de Guillaume, sachant que je couvrirais les paiements. Quelle entreprise, demandai-je, regardant Guillaume, qui eut la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. Un bar sportif haut de gamme, dit rapidement ma mère avec une pointe de fierté dans la voix. Très bien situé en centre-ville. Très prometteur. Et vous vous attendez à ce que je continue à faire ces paiements hypothécaires? Demandai-je, incrédule. Mon père se racla la gorge. Nous apprécierions ton soutien continu pendant cette période de transition, une fois que l'entreprise de Guillaume aura décollé. Alors, laissez-moi comprendre, l'interrompis-je, luttant pour garder ma voix égale. Vous avez contracté un nouveau prêt hypothécaire sur votre maison sans dette pour financer l'entreprise de Guillaume, sachant que je faisais vos paiements mensuels. Vous avez structuré votre plan successoral de manière à ce que tout ce que vous possédez revienne à Guillaume, et vous vous attendez à ce que je continue à payer une hypothèque sur une maison qui appartiendra entièrement à mon frère? Le silence tomba dans la pièce. Guillaume examina ses ongles manucurés. Ma mère tapota des larmes inexistantes. Mon père se déplaça inconfortablement. Maître Leclerc intervint, je comprends que cela puisse être une surprise. Une surprise? Je ris, un son creux même à mes propres oreilles. Une surprise, c'est une fête d'anniversaire. Ceci est. Je luttai pour trouver le bon mot. C'est une trahison. Ne sois pas si dramatique, dit finalement Guillaume, levant les yeux au ciel. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de leur argent. Je fixai mon frère. Cette personne qui avait tout reçu alors que j'avais travaillé pour chaque miette. Il n'avait même pas la conscience de son privilège. Dans son esprit, c'était juste l'ordre naturel des choses. Lui recevant, moi fournissant. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, demandai-je à Maître Leclerc, ignorant Guillaume complètement. Maître Leclerc regarda mes parents, puis de nouveau moi. Le plan successoral désigne Guillaume comme le bénéficiaire principal de tous les biens au décès de vos parents. J'ai suggéré une répartition plus équitable, mais vos parents ont été fermes sur leurs souhaits. Je me levai lentement, ramassant ma veste. Merci de votre temps, Maître Leclerc. J'apprécie votre transparence. Alice, attends, appela ma mère alors que je me dirigeais vers la porte. Nous devrions en discuter en famille. Peut-être au dîner de dimanche. Je me retournai une dernière fois, observant le tableau, mes parents nerveux, mon frère prétentieux, l'avocat avec ses piles de papiers soignés documentant le mépris total de ma famille pour mes contributions et mes sacrifices. Je ne serai pas au dîner, dis-je doucement. J'ai ma propre planification financière à faire. Je partis, ignorant les appels de ma mère et la voix soudain autoritaire de mon père me demandant de revenir.
Dans l'ascenseur menant au parking souterrain, mon téléphone commença à vibrer avec des SMS et des appels. Je le mis en silencieux et rentrai chez moi dans un état d'incrédulité engourdie. L'ampleur de la trahison ne s'enregistrait pas encore pleinement. Il ne s'agissait pas de l'argent lui-même, il s'agissait de ce que l'argent représentait, des années de soutien non réciproque, d'être prise pour acquise, d'être valorisée uniquement pour ce que je pouvais fournir. Pour la première fois, je vis avec une clarté parfaite que, aux yeux de ma famille, je n'étais pas une fille ou une sœur. J'étais un distributeur automatique de billets avec un pouls, et il était temps de fermer ce compte. Cette nuit-là, j'ai enfin lu l'avalanche de messages de ma famille. Les SMS de ma mère allaient de préoccuper, « Tu vas bien ? S'il te plaît, appelle-nous », à culpabilisant, après tout ce que nous avons fait pour toi. Ceux de mon père étaient plus directs, « Tu réagis de manière excessive. Appelle immédiatement pour discuter de tes responsabilités. » Guillaume n'avait envoyé qu'un seul message, « Encore une fois, tout tourne autour de toi. » J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché, me préparant à la tempête qui suivrait lorsque ma famille découvrirait que j'avais coupé le flux d'argent. Demain apporterait la confrontation, mais ce soir j'avais besoin de repos. Le poids de l'obligation financière avait été levé de mes épaules, remplacé par le fardeau plus lourd mais nécessaire d'établir une indépendance vis-à-vis des liens familiaux toxiques. Mais d'abord, je devais comprendre l'étendue complète de ce que je leur avais donné. J'ai passé la soirée à éplucher mes dossiers financiers, documentant chaque contribution que j'avais faite au fil des ans. Les chiffres étaient stupéfiants une fois mis noir sur blanc, contribution aux études universitaires de Guillaume, 14 000 €, donnés directement à mes parents lorsqu'ils affirmaient ne pas pouvoir couvrir ses dépenses de deuxième année, facture médicale de mon père, 32 475 € pour l'intervention cardiaque et les soins de suivi, réparation de la maison, 20 500 € pour une nouvelle toiture, des travaux de plomberie et d'électricité mis à jour lorsqu'ils ont découvert un câblage ancien dans leur grenier, virements mensuels au cours des 5 dernières années, des montants variés d'environ 1 500 € par mois avant les 2 800 € de cette année, totalisant plus de 90 000 €, assistance d'urgence, environ 15 000 € pour les réparations de voitures, le remplacement d'appareils électroménagers et d'autres dépenses imprévues. Le total m'a stupéfié, plus de 175 000 € en seulement 5 ans. De l'argent qui aurait pu faire croître mon entreprise plus rapidement, acheter ma propre maison, ou construire mes économies pour la retraite. Alors que je fouillais plus profondément dans les relevés bancaires, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Plusieurs retraits importants avaient été effectués du compte de mes parents, auquel j'avais largement contribué, la veille de l'apparition de dépôts sur le compte personnel de Guillaume. Il lui avait transféré mon aide financière depuis le début. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, traitant ce nouveau niveau de tromperie. Ce n'était pas seulement qu'il prévoyait de tout donner à Guillaume après leur mort. Il lui avait redirigé mon soutien tout le temps, chaque euro que je pensais aider mes parents à maintenir leur niveau de vie avait en fait subventionné le mode de vie et les entreprises ratées de Guillaume. La trahison me semblait encore plus complète maintenant. Non seulement il m'avait exclu de leur testament tout en s'attendant à un soutien financier continu, mais il m'avait systématiquement trompé sur la destination réelle de mon argent. Je finançais la vie de Guillaume par ce que je pensais être une aide à mes parents. J'ai appelé ma conseillère financière, Madame Jeanne Legrand, et j'ai programmé une révision d'urgence. Si ma famille passait aux confrontations professionnelles et à la manipulation financière, je devais m'assurer que tous mes actifs commerciaux étaient entièrement protégés. J'ai également pris une décision qui me semblait à la fois terrifiante et libératrice, je documenterais tout et serais prête à montrer à la famille élargie exactement ce qui s'était passé s'ils essayaient de me faire passer pour la méchante. Cette nuit-là, j'ai rédigé une chronologie détaillée des contributions financières, avec les relevés bancaires et la documentation. Si cela devait devenir une guerre familiale, je serais armée de faits, pas d'émotions. La vérité serait mon bouclier contre leurs inévitables tentatives de manipulation et de déni. La première indication que mes parents avaient découvert les virements annulés est arrivée à 9h17 le mercredi suivant. J'étais sur un chantier, supervisant les travaux électriques, quand mon téléphone a explosé de notifications de ma mère, « Il doit y avoir une erreur avec la banque. Ton virement mensuel n'est pas passé. » De mon père, appel immédiatement concernant la situation financière. C'est inacceptable. 3 appels manqués de leur numéro en l'espace de 5 minutes.
J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai terminé ma réunion, conservant mon calme professionnel malgré le fait que je savais que ma famille était probablement en train de devenir folle. Au moment où je suis retournée à mon camion, j'avais cet appel manqué et un message vocal de mon père qui commençait par une respiration forte et se terminait par « Ce comportement enfantin s'arrête maintenant, Alice. Tu as des responsabilités. » Des responsabilités, comme si je n'avais pas porté plus que ma part pendant des années. Au lieu de rappeler immédiatement, je suis allée à mon bureau et j'ai demandé à mon assistante, Léa, de retenir tous les appels non urgents. Je devais me préparer à cette conversation. Après 30 minutes à rassembler mes pensées et à revoir les faits financiers, j'ai appelé la maison de mes parents. Ma mère a répondu dès la première sonnerie. Alice, Dieu merci. Y a-t-il eu une erreur avec la banque? Ce n'est pas une erreur, ai-je dit, gardant ma voix calme. J'ai annulé les virements. Silence. Quoi? Mais le paiement de l'hypothèque est dû dans 2 jours. J'en suis consciente. Je ne comprends pas. C'est à propos de la réunion avec Thomas? Tu nous punis pour un affront perçu? Affront perçu? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous avez réhypothéqué votre maison en utilisant mon argent pour financer l'entreprise de Guillaume, puis vous m'avez complètement éliminé de votre testament. Ce n'est pas un affront perçu, maman. C'est une décision calculée. J'ai entendu une conversation étouffée. Puis mon père a pris le téléphone. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bon sang, a-t-il exigé, sa voix tendue de colère. Ta mère pleure. J'établis des limites financières, ai-je répondu. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Nous sommes tes parents, a-t-il crié. Tu ne peux pas nous imposer de limites. Nous t'avons élevé, nous t'avons donné un toit, nous t'avons nourri. Et j'ai remboursé cela 10 fois, les jeux interrompus. J'ai contribué plus de 175 000 € à votre foyer au cours des 5 dernières années seulement. De l'argent qui est apparemment allé aux entreprises ratées de Guillaume et à cette nouvelle hypothèque dont je ne savais rien. La conversation s'est détériorée à partir de là. Mon père a menacé. Ma mère a plaidé. Je suis restée ferme. Cela s'est terminé avec mon père déclarant « Si c'est comme ça que tu le veux, très bien. Ne t'attends plus jamais à être la bienvenue au dîner du dimanche. » C'était censé me blesser, mais à la place, je me suis sentie étrangement libérée. Ça me convient, ai-je dit. Au revoir. Au cours des semaines suivantes, la campagne de pression de ma famille s'est intensifiée, appels quotidiens, SMS émotionnels, même un message vocal larmoyant de ma mère disant « Nous ne comprenons pas pourquoi tu nous punis comme ça après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. » Le déni était époustouflant par son audace. Il n'avait rien sacrifié pour moi depuis mes 18 ans. Si quoi que ce soit, c'était moi qui avais fait des sacrifices pour les soutenir, et par extension Guillaume. La guerre psychologique est devenue plus sophistiquée au fil des jours. Ma mère a commencé à appeler mes collègues, affirmant qu'elle s'inquiétait de l'état mental d'Alice et demandant s'ils avaient remarqué des changements dans mon comportement. Lorsque mon ami Marc m'a parlé de son appel à son entreprise de construction, j'ai réalisé qu'ils essayaient de nuire à ma réputation professionnelle pour me forcer à me conformer. Elle a même suggéré que tu faisais peut-être une dépression, a rapporté Marc un soir autour d'une bière. Elle a dit que la famille s'inquiétait de tes décisions financières erratiques et se demandait si le stress au travail affectait ton jugement. C'était un nouveau point bas, même pour eux. Attaquer ma crédibilité professionnelle a franchi une ligne que je ne m'attendais pas à ce qu'ils franchissent. Cela m'a fait réaliser à quel point ils étaient devenus désespérés et à quel point ils me respectaient peu en tant que personne. Pour eux, je n'étais vraiment qu'une ressource à manipuler, pas un être humain avec des griefs légitimes. J'ai commencé à documenter ces appels, demandant à des amis et collègues de conserver des registres de tout contact de la part des membres de ma famille. Mon amie avocate, Sophie, m'a suggéré que j'aurais peut-être besoin d'une ordonnance restrictive si le harcèlement continuait de s'intensifier. Il te harcèle essentiellement via ton réseau professionnel, a-t-elle souligné. Ce n'est pas un dysfonctionnement familial normal. C'est potentiellement un comportement illégal. L'ironie ne m'a pas échappé. Les mêmes parents qui avaient rejeté mes sentiments et mes contributions pendant des années prétendaient maintenant s'inquiéter de ma santé mentale parce que j'avais enfin tenu tête.
Ils ne pouvaient pas concevoir que ma décision était rationnelle et attendue depuis longtemps. Dans leur esprit, seule une maladie mentale pouvait expliquer pourquoi leur distributeur automatique de billets personnels avait soudainement cessé de distribuer de l'argent. 3 jours après avoir annulé les virements, j'étais en train de revoir les prévisions trimestrielles lorsque mon téléphone s'est illuminé avec un message de ma mère, paiement hypothécaire dû aujourd'hui. La banque menace de saisie si non reçu avant 17 heures. J'ai fixé le message pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus du clavier. Finalement, j'ai tapé 2 mots et j'ai appuyé sur envoyer, pas la mienne. La réponse de ma mère est arrivée presque immédiatement, un seul emoji de pleurs suivi du silence. C'était de la manipulation émotionnelle de base, conçue pour déclencher la culpabilité sans réellement aborder le vrai problème. 20 minutes plus tard, mon père a appelé. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, bon sang ?» a-t-il exigé sans préambule. « Ta mère fait une dépression. » J'ai clairement exprimé ma position, ai-je répondu, gardant ma voix calme. L'hypothèque n'est pas ma responsabilité. Nous allons perdre notre maison, a-t-il crié. La maison où tu as grandi. La maison que vous avez réhypothéquée pour financer l'entreprise de Guillaume sans me le dire, malgré le fait que vous saviez que je faisais les paiements, ai-je corrigé. La maison qui va à Guillaume de toute façon, selon votre plan successoral. Les confrontations ont continué, y compris mes parents se présentant sur mon lieu de travail, créant des scènes qui menaçaient ma réputation professionnelle. Mais je suis restée ferme. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me mettais en premier, non par égoïsme, mais par une nécessaire autopréservation. Des mois ont passé. Par l'intermédiaire de ma tante Emma, j'ai appris que mes parents avaient manqué 2 paiements hypothécaires et avaient reçu un avis officiel de la banque concernant d'éventuelles procédures de saisie. Le bar sportif de Guillaume était en difficulté et il avait été contraint de prendre un emploi à temps partiel pour compléter ses revenus. La réalité les frappe de plein fouet, a rapporté Emma lors de l'un de nos appels hebdomadaires. Guillaume a même demandé conseil à ton père pour savoir s'il devait vendre l'entreprise avant qu'elle ne s'effondre complètement. C'est surprenant, ai-je admis. Guillaume avait toujours rejeté les conseils, préférant apprendre à ses dépens. Je pense qu'il est enfin en train de grandir, a suggéré Emma. Rien ne vous fait mûrir autant que de faire face aux conséquences de vos choix sans un renflouement. Pendant cette période, j'ai commencé à voir l'impact plus large de ma décision se propager à travers le système familial. Les proches qui avaient initialement pris le parti de mes parents ont commencé à poser des questions plus précises lorsque la situation financière complète est devenue claire. Tante Emma avait joué un rôle déterminant en rétablissant la vérité, partageant la documentation que j'avais fournie sur des années de soutien financier unilatéral. Ma cousine Rachel m'a appelé directement après avoir appris la situation par Emma. « Je n'avais aucune idée que tu les soutenais depuis si longtemps », a-t-elle dit. Quand ta mère m'a contacté pour me demander de l'argent, elle a fait passer cela comme si tu les avais soudainement abandonnés sans raison. Elle n'a jamais mentionné la planification successorale ni le fait que tu payais leur hypothèque. Ce schéma s'est répété dans toute notre famille élargie. Mes parents avaient partagé des informations de manière sélective, se présentant comme des victimes de ma cruauté soudaine tout en omettant le contexte qui avait mené à ma décision. Lorsque les proches ont appris toute l'histoire les années de soutien financier, le secret remaniement de l'hypothèque, l'exclusion du testament, la plupart d'entre eux ont parfaitement compris ma position. Tes parents ont toujours eu des problèmes de limite, m'a confié mon oncle François lors d'un barbecue familial auquel j'ai assisté sans eux. Ta grand-mère se plaignait de la façon dont ta mère manipulait les situations pour obtenir ce qu'elle voulait. Je vois les mêmes schémas maintenant. C'était une validation d'entendre que d'autres avaient observé ces dynamiques au fil des ans. Je m'étais souvent demandé si j'étais trop sensible ou si je lisais trop dans les situations. Apprendre que des membres de la famille élargie avaient remarqué les tendances manipulatrices de mes parents a contribué à confirmer que ma décision n'était pas une réaction excessive, mais une réponse nécessaire à des schémas toxiques de longue date. Ma propre vie avait pris un nouveau rythme plus sain. Mon entreprise prospérait. J'avais enfin acheté ma propre maison et commencé à fréquenter Lucas, un architecte qui m'a aidé à voir à quoi ressemblaient réellement des relations saines. J'ai continué la thérapie, traitant des années de manipulation et d'exploitation normalisée. L'occasion de la réconciliation est venue lorsque mon père m'a envoyé une lettre manuscrite.
La première communication écrite qu'il m'avait envoyée qui n'était pas un email ou un SMS en probablement 15 ans. Je l'ai ouverte avec prudence, m'attendant à moitié à un autre voyage de culpabilité ou à un appel financier. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais reçu de mon père auparavant, des excuses sincères. Chère Alice, a-t-il écrit de son écriture d'ingénieur précise. J'ai commencé et jeté cette lettre une douzaine de fois, luttant pour trouver les bons mots. La simple vérité est que ta mère et moi t'avons traité injustement pendant de nombreuses années. Nous avons pris ton succès et ta responsabilité comme une licence pour attendre toujours plus de toi tout en donnant de moins en moins en retour. Les décisions de planification successorale ont été l'aboutissement d'années de dynamique familiale déséquilibrée, et ta réaction, bien que douloureuse pour nous, était justifiée. Vendre la maison et déménager dans quelque chose de plus petit a été une leçon d'humilité, mais nécessaire. Pour la première fois depuis des années, nous vivons selon nos moyens au lieu de compter sur ta générosité. Je n'attends pas de cette lettre qu'elle répare immédiatement les dommages que nous avons causés à notre relation, mais j'espère qu'elle pourra être un premier pas vers une connexion plus honnête et équilibrée à l'avenir, si tu es disposé. Avec amour et regret, papa. J'ai lu la lettre 3 fois, traitant son sens. Elle ne contenait aucune demande d'argent, aucun voyage de culpabilité subtile, aucune minimisation de leurs actions, juste une reconnaissance, une responsabilité et une porte ouverte à la réconciliation sans pression. J'ai appelé mon père 2 jours plus tard. La conversation a été initialement maladroite, nous deux incertains de ce nouveau terrain où les anciens schémas ne s'appliquaient plus. Mais progressivement, nous avons trouvé notre chemin vers une communication plus authentique que nous n'en avions eu depuis des années. Au cours des semaines suivantes, j'ai progressivement rétabli le contact avec ma famille, en faisant des pas prudents et mesurés plutôt qu'un retour immédiat au schéma précédent. Le café avec mon père est devenu un rituel hebdomadaire. Ma mère a finalement tendu la main avec ses propres excuses. Guillaume et moi avons eu notre propre réconciliation où il a reconnu son comportement prétentieux et son ressentiment face à mon succès. Pour Noël, j'ai décidé d'aider mes parents avec un acompte pour leur appartement, non pas comme une obligation continue, mais comme un cadeau unique donné librement. J'ai clairement indiqué que ce n'était pas un retour aux arrangements précédents, et ils ont accepté la contribution avec une gratitude sincère plutôt qu'une attente de droit. La nouvelle année a apporté une guérison et un ajustement continu. Ma relation avec Lucas s'est approfondie alors que nous discutions d'un avenir ensemble. Mon entreprise a continué à prospérer et je me suis enfin sentie libre de profiter de mon succès sans le fardeau constant des obligations financières familiales. Mes parents se sont adaptés à leur nouveau style de vie plus modeste avec une grâce surprenante. Le conseil à temps partiel de mon père s'est transformé en sa propre petite entreprise. Ma mère a commencé à faire du bénévolat dans une école primaire locale et a finalement accepté un poste rémunéré d'aide enseignante. La croissance de Guillaume a peut-être été le développement le plus surprenant. L'expérience humiliante de l'échec commercial, suivie de l'environnement d'apprentissage structuré de son poste de direction, l'a considérablement mûri. Il a commencé à fréquenter une femme sensée qui a remis en question ses tendances plus impulsives et a développé un véritable intérêt pour la compréhension des opérations commerciales. Lors d'un dîner de famille au début du printemps, devenu un événement mensuel plutôt que l'obligation hebdomadaire qu'il avait été auparavant, ma mère a fait une observation qui a montré à quel point nous avions tous évolué. C'est étrange, dit-elle, regardant autour de la table son mari, ses 2 enfants et les partenaires de nos vies. Pendant des années, je me suis tellement inquiétée de ce qui arriverait à cette famille si Alice cessait de nous soutenir financièrement. Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions tous plus forts et plus heureux grâce à cela. Plus tard cette nuit-là, alors que Lucas et moi rentrions chez nous, il m'a demandé si je regrettais la façon dont les choses s'étaient déroulées. Seulement une chose, ai-je répondu après y avoir réfléchi. J'aurais aimé établir ces limites des années plus tôt, avant que le ressentiment ne s'accumule de tous les côtés, mais je suis reconnaissante que nous ayons finalement trouvé notre chemin vers des relations plus saines. C'est ce qui compte à la fin, a-t-il acquiescé, me serrant la main. Non pas que tu y sois arrivé parfaitement, mais que tu y sois arrivé. Dans les années qui ont suivi cette réunion fatidique au cabinet d'avocats, j'ai appris de profondes leçons sur la famille, les limites et l'estime de soi. J'ai découvert que le véritable amour n'exploite ni ne prend pour acquis.
J'ai réalisé que parfois l'action la plus aimante est de refuser de perpétuer des schémas nuisibles. Et peut-être le plus important, j'ai appris que le pardon ne nécessite pas de revenir à des dynamiques malsaines. Il est possible de pardonner tout en maintenant des limites nécessaires à la croissance de chacun. Mes relations familiales ne seront jamais parfaites. Nous portons tous les cicatrices des schémas auxquels nous avons participé pendant des décennies. Mais maintenant, elles sont fondées sur l'honnêteté, le respect mutuel et l'attention sincère plutôt que sur l'obligation, l'exploitation et les attentes déséquilibrées. Cette transformation, aussi douloureuse et désordonnée qu'elle ait été, valait chaque moment difficile en chemin. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de défendre votre propre valeur. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de permettre leur dysfonctionnement, même si cela signifie s'éloigner de tout ce que vous avez connu et recommencer selon vos propres termes. Il y a une paix dans ma vie maintenant que je n'aurais jamais cru trouver. L'anxiété constante de me demander quelle urgence financière allait frapper à ma porte est partie. Au lieu de cela, je me réveille chaque matin avec une clarté sur mes priorités, mon entreprise, mon avenir et l'homme que j'aime. Lucas a été mon ancre à travers tout cela. Il a vu le tribut que les attentes de ma famille m'avaient fait payer bien avant que je n'aie le courage de l'admettre. Lorsque j'ai finalement tracé la ligne, il n'a pas essayé de me faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre. Il s'est simplement tenu à mes côtés, me rappelant que je méritais l'équité, le respect et la liberté. À bien des égards, la force de notre relation est devenue le miroir dont j'avais besoin. J'ai vu à quel point la vie pouvait être différente lorsque quelqu'un m'aimait pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais fournir. Lucas ne m'a jamais rien demandé au-delà de l'honnêteté et du partenariat. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas épuisée. J'étais comblée. Il y avait encore des moments difficiles. Les fêtes restaient compliquées. Certains parents ont tenté de combler le fossé, nous invitant, Lucas et moi, à des rassemblements où mes parents étaient également présents. Au début, j'ai refusé, pas prête à rouvrir des blessures qui venaient à peine de commencer à guérir. Mais progressivement, j'ai appris à être présente sans abandonner mes limites. La première fois que nous nous sommes tous assis à la même table, j'ai senti l'ancienne tension parcourir mon corps. Mon père s'est raclé la gorge plus que d'habitude. Ma mère s'est affairée avec les serviettes et la vaisselle. Guillaume évitait le contact visuel. Mais j'ai aussi remarqué quelque chose de différent. Il y avait de l'humilité dans leur comportement, une absence de ce sentiment de droit qui était autrefois si épais qu'il étouffait chaque pièce où nous entrions ensemble. Je ne me suis pas précipitée pour combler le silence. Je l'ai laissé exister. Et finalement, de vraies conversations ont remplacé la gêne. Mes parents m'ont interrogé sur mes projets, non pas avec une politesse feinte, mais avec un véritable intérêt. Guillaume a parlé de son nouveau rôle de manager avec un ton de responsabilité que je n'avais jamais entendu auparavant. Il a même admis, à sa manière hésitante, qu'il comprenait maintenant tout ce que j'avais porté. Le pardon n'était pas un événement unique. C'était un processus. Certains jours, je me sentais ouverte à cela. D'autres jours, je ressentais à nouveau la piqûre de la trahison. Mais Lucas m'a rappelé que le pardon ne consistait pas à excuser le passé. Il s'agissait de m'en libérer. Quand il m'a demandé en mariage un soir tranquille dans notre jardin, les lumières de la ville brillant au loin, j'ai ressenti une vague de gratitude si forte qu'elle m'a fait pleurer. Gratitude d'avoir survécu aux années de déséquilibre. Gratitude d'avoir appris à me tenir droite seule, et gratitude d'avoir trouvé un partenaire qui me valorisait sans condition. Le mariage a été petit, intime, rien à voir avec les grandes démonstrations que mes parents insistaient autrefois pour les projets éphémères de Guillaume. Juste des amis proches, quelques parents solidaires, et des vœux qui ressemblaient à des promesses auxquelles je pouvais croire. Mon père m'a conduite jusqu'à l'autel, sa main tremblant légèrement, ses yeux humides d'un mélange de regret et de fierté. Ma mère a pleuré doucement, non pas par manipulation cette fois, mais d'un lieu d'émotion authentique. J'ai choisi de les laisser être là, non pas parce que j'avais oublié le passé, mais parce que j'avais choisi de construire un avenir différent, un avenir où l'amour n'était pas mesuré en somme d'argent ou en sacrifices silencieusement endurés, mais en respect, en attention et en présence. Aujourd'hui, assise dans la maison que Lucas et moi avons conçue ensemble, je peux enfin dire que le poids s'est envolé.
Mon entreprise continue de prospérer. Mon mariage est solide et ma famille, bien qu'imparfaite, a appris à exister avec des limites qui honorent chacun. Je sais maintenant que je suis plus que ce que je fournis. Je suis digne d'un amour qui ne vient pas avec des conditions. Et bien que le chemin vers cette réalisation ait été douloureux, il m'a mené exactement là où je devais être. Avec Lucas à mes côtés, je ne fais pas que survivre. Je vis pleinement, librement et enfin selon mes propres termes.